Juwon est un individu masculin qui n'avait encore jamais eu le moindre contact d'une femme au cours de son existence. L'unique soutien moral qu'il ait pu connaître provenait de ses géniteurs, lesquels ont péri tragiquement lors d'une collision routière un soir de réveillon. Dès lors, chaque période faste se résumait pour lui à une triste routine d'isolement, errant au hasard dans la ville pendant que le reste du monde festoyait joyeusement en famille. La vue de ce bonheur partagé accentuait davantage son sentiment de solitude extrême. Et du fait de son gabarit imposant, les gens préféraient le tenir à distance, le privant de tout échange. Tandis qu'il flânait comme à l'accoutumée, Juwon aperçoit un vieillard accoutré en Père Noël qui mendiait sur le trottoir. Saisi de compassion envers ce mendiant, il choisit de lui donner quelques pièces au lieu de les dépenser en cervoise ou en malbouffe. Touché par ce geste charitable, le vieillard demande à Juwon s'il nourrit un désir particulier dans la vie. Juwon juge aussitôt le bonhomme excentrique et tente de passer son chemin. Mais l'obstiné vieillard en rouge refuse catégoriquement de le laisser s'éloigner. Poussé dans ses retranchements, Juwon prétexte distraitement qu'il désirerait décrocher le gros lot au jeu. Pourtant, le vieil homme démasque la supercherie et l'exhorte à exprimer la véritable aspiration de son âme. Ces paroles font écho en Juwon, le submergeant d'émotions, après un moment de réflexion. Il comprend que son aspiration profonde se résume à un foyer chaleureux, une ravissante épouse et une fillette charmante. Le vieillard lui garantit solennellement que son vœu sera exaucé, ajoutant qu'en cas d'échec, il renoncerait définitivement à son identité de Père Noël. Persuadé qu'il s'agit seulement d'un illuminé un peu trop exalté par les fêtes, Juwon l'abandonne à son sort et regagne son modeste logis fort étriqué. Ce soir-là, il prend un train nocturne, se retrouvant encerclé de tourtereaux. Refusant de contempler leur bonheur, il ferme les paupières et s'endort paisiblement. Il ignore alors complètement qu'il accomplit là son ultime somme sur le globe terrestre. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se découvre enfermé dans une cage posée sur un chariot, aux côtés de multiples inconnus. L'ensemble des captifs affiche une mine dépite et affamée, comme s'il souffrait de privation depuis des lustres. Par rapport au reste du groupe, Juwon semble arborer une santé un peu meilleure. Toutefois il prend vite conscience de sa nudité et commence à frissonner violemment sous l'effet du froid. Observant l'environnement, il capte les propos des gardes conduisant l'attelage, qui s'expriment dans un jargon inconnu. Il constate rapidement que chaque prisonnier de la cage porte d'imposantes chaînes, ce qui confirme sans l'ombre d'un doute leur appartenance à un convoi de captifs. C'est à cet instant précis que Juwon comprend que le singulier Père Noël l'a propulsé dans un monde parallèle, volant au passage la vedette au mythique Truck-kun. Avant qu'il n'arrive à assimiler cet événement, une fraîcheur glaciale l'envahit totalement. Cherchant un moyen de rester en vie, son regard croise la dépouille d'un captif encore vêtu. Bien que l'idée de dépouiller un défunt le dérange, il réalise n'avoir aucun autre choix s'il souhaite échapper à la mort par hypothermie. Une fois accoutré, Juwon s'assied et ressasse le souvenir de ce curieux Père Noël. Il se demande si sa servitude était supposée réaliser son vœu d'avoir un foyer aimant, ou si ce vieil homme cherchait simplement à se moquer de lui. Au fond, il espère toujours que ce triste sort n'est qu'une illusion nocturne et qu'il va se réveiller chez lui pour prendre une bonne douche chaude. Les jours défilent ainsi et Juwon s'accommode tant bien que mal à sa condition de captif. Ses traits se sont émaciés et sa stature autrefois soignée est à présent totalement négligée. Affaibli et exténué, il prie ardemment pour que ce calvaire s'arrête. Finalement, le convoi fait escale dans un bourg et la garde fait aligner les prisonniers pour les céder aux villageois. Pour la première fois depuis des jours, Juwon aperçoit une lueur d'espoir, même si la captivité demeure affreuse. Il sait qu'il aura au moins la garantie d'une ration quotidienne selon la coutume, fier de son physique et de sa haute taille. Il s'imagine déjà être acheté par le notable le plus fortuné du coin. Hélas, le destin s'avère bien plus amer que prévu, pas le moindre passant ne lui accorde la moindre attention. Le même scénario se répète lors des étapes suivantes, dès que l'attelage entre dans une agglomération. Les captifs trouvent preneur un par un tandis que Juwon reste désespérément invendu. Inexorablement, il perd toute motivation et commence à renoncer à l'existence. Rempli d'amertume, il maudit cet étrange Père Noël de l'avoir trompé avec des promesses de bonheur pour finalement l'abandonner dans ce sous-monde. Ne supportant plus cette déchéance, Juwon décide de mettre un terme à ses jours en se plantant une fourchette dénichée par terre dans la gorge. Mais au moment précis où il va commettre l'acte, une figure angélique surgit soudainement face à lui et lui tend la main. Juwon reste pétrifié, totalement subjugué par le charme grandiose de l'inconnu se tenant devant lui. Elle tient un morceau de pain qui semble 1000 fois plus appétissant que n'importe quel mets gastronomique. La jeune femme lui adresse la parole,
mais Juan n'en saisit pas le sens, non par incapacité d'assimiler ce dialecte, mais parce que son esprit est captivé par la grâce de l'inconnu, ainsi que par la vue de la charmante fillette qui se tient à ses côtés. Auparavant, à l'intérieur d'une demeure vétuste et défraîchie, la splendide jeune femme, Lizzie, partageait un repas avec sa fille. Puisque les victuailles étaient très restreintes, Lizzie redoutait que son enfant ne reste sur sa faim. Elle a donc cédé l'intégralité de sa ration à sa fillette. La petite était comblée. Cependant elle refusait que sa mère demeure le ventre vide. Elle sépara la nourriture en 2 portions égales, conservant sa part et redonnant l'autre à Lizzie. Alors que Lizzie allait la remercier, 2 violents heurts ont subitement fait trembler le panneau de la porte. Le syndic du village lui intima l'ordre de ne pas ouvrir en grand et de simplement se contenter d'écouter. Il lui annonça qu'une troupe d'esclaves venait d'être acheminée par les soldats et qu'un captif allait lui être attribué comme époux. Il la somma de se préparer car elle devrait rapidement réintégrer son foyer montagnard avec lui. Avant de s'éloigner, il lui rappela aussi de confectionner des vivres pour la garde car il reprenait la route au lever du jour. Cette nouvelle terrifia Lizzie car son précédent mariage avait été un enfer absolu. Elle y avait subi des sévices quotidiens et une détresse sans fin. Elle ne voulait pour rien au monde revivre ce calvaire et songea brièvement à prendre la fuite. Néanmoins, ses pensées se sont vite reportées sur la jeune fillette, l'enfant que son défunt époux avait eu d'un premier lit. Lizzie n'élevait l'enfant que depuis peu de temps, mais elle se refusait à l'abandonner à son sort. La fillette semblait deviner l'angoisse de sa belle-mère. Serrant ses petits bras autour de Lizzie, elle s'efforça de lui apporter un peu de baume au cœur. La vue de ce geste apaisa le chagrin de Lizzie, qui finit par retrouver son calme avant de border l'enfant dans son lit. La petite ne possédait même pas encore de prénom. C'est pourquoi Lizzie craignait qu'une nouvelle union ne les replonge toutes les deux dans la souffrance. Ce tourment avait débuté bien des années auparavant, quand le père de Lizzie l'avait cédé contre une simple dépouille de lapin. Un montagnard de la région s'en était porté acquéreur, et avant même qu'elle ne puisse défaire ses affaires, il l'avait roué de coups sous prétexte d'un retard. L'existence n'a fait que se détériorer par la suite. Jour après jour, elle essuyait insultes et tourments, ses membres auraient fini brisés depuis longtemps. Sans l'arrivée de la fillette, apparue dans sa vie comme une lueur de grâce, devenant un véritable ange au milieu de son abîme quotidien. Un jour, après avoir sauvagement violenté Lizzie une fois de plus, l'homme s'en fut chassé dans les bois et ne revint jamais. Par la suite, le chef de la communauté lui apprit qu'il avait été dévoré par un prédateur et que son cadavre n'avait pas été localisé. Lizzie fut folle de joie à cette annonce, mais son soulagement fut bref face à la réalité. À cette époque archaïque, une femme sans époux était jugée incapable de subvenir à ses besoins. En raison de cela, Lizzie préféra braver ses frayeurs plutôt que de fuir, refusant de délaisser la fillette. Au matin, Lizzie prépara des miches de pain et prit la route avec ses provisions. Elle se dirigea vers les chariots garés plus loin. Elle aperçut alors un captif cherchant à sauter la vie en appuyant une fourchette contre sa carotide. Cette scène lui remémora instantanément son propre passé ténébreux. Le moment où elle-même avait songé à utiliser un ustensile pour abréger ses jours, bien qu'elle n'ait jamais franchi le pas. Sans se poser de questions, Lizzie accourut et stoppa le geste du désespéré. L'observant de plus près, elle remarqua son visage émacié, son allure misérable et lui tendit un morceau de pain. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, le syndic survint et lui ordonna de regagner son taudis, lui garantissant qu'il réglerait les formalités de la transaction. Lizzie et la petite jetèrent un ultime coup d'œil à l'homme avant de s'éloigner. Cet individu n'était autre que Juan. Il réalisait à peine qu'une âme charitable lui offre à manger au moment même où il allait se suicider. Soudainement, le reste du monde s'effaça de son esprit alors que toute son attention se focalisa sur le pain. Malheureusement, avant qu'il ne puisse emporter une miette à sa bouche, les gardes l'extirpèrent de la cage pour le présenter au syndic. Juan et 2 compagnons d'infortune s'agenouillèrent sur la terre tandis que les soldats les encerclaient. Un instant plus tard, un garde sortit une lame et entailla leurs bras, en faisant couler des gouttes de sang. Il étala cette hémoglobine sur 2 feuilles de parchemin, et au grand étonnement de Juan, les documents se mirent à dégager une douce lueur azurée. Ce phénomène le laissa pantois. Il se demanda s'il s'agissait de sorcellerie. Cela attisa également sa curiosité envers ce monde bizarre où le servage côtoyait la magie. Une fois l'accord scellé, un soldat se pencha pour chuchoter des mots à l'oreille du responsable du village. Le notable opina du chef avant d'avancer vers Juan, afin de jauger sa condition physique. Au même moment, Lizzie et sa fille regagnaient leur logement. Une habitante ne tarda pas à arriver avec de quoi tenir plusieurs jours. Elle prévint Lizzie que son futur époux ne maîtrisait pas le langage local, rendant les échanges fort complexes au départ.
remarquant la frayeur ancrée chez Lizzie. La voisine chercha à la rassurer, elle expliqua que même si l'homme semblait de condition modeste, ses mains demeuraient d'une grande douceur. Évoquant davantage un aristocrate qu'un paysan, elle rappela aussi à Lizzie que personne au village ne portait son ex-mari dans son cœur et qu'il n'était toléré qu'en raison de sa fonction de gardien des bois. La femme ajouta que si ce nouvel époux parvenait à assurer les mêmes tâches, elle serait à l'abri du besoin jusqu'à la fin de leur jour. Lizzie murmura qu'importe que son mari soit doué ou prospère, son unique souhait était qu'il ne se montre pas brutal. C'est alors que le chef du village poussa le battant et fit entrer le futur conjoint de Lizzie. À son immense stupeur, il s'agissait du même homme qu'elle avait empêché de se poignarder quelques heures plus tôt. En l'observant de près, elle constata enfin à quel point sa taille était gigantesque et son gabarit imposant. Ce qui lui inspira une certaine appréhension. Juan la reconnut immédiatement comme la bienfaitrice au morceau de pain. Mais il ne saisissait pas la raison de son effroi, avant qu'il ne comprenne la situation. Le syndic lui empoigna le bras et le plaça tout à côté de Lizzie et de la petite. Puis il leur lia fermement les membres ensemble, donnant au groupe l'allure d'une famille de jeunes mariés un brin maladroite, bien que Juan ne pigeât goutte aux paroles échangées. Le contexte rendait le tout limpide, on l'unissait à cette jeune femme, là. Scène lui évoqua à nouveau le curieux Père Noël, il réalisa à ce moment que le vieillard n'avait pas menti. Lorsqu'il lui promettait une compagne douce comme une colombe. Et une fillette adorable. Juan ressentit une joie intense, persuadé de toucher enfin du doigt le bonheur tant désiré. Cependant, il éprouvait aussi une vive rancœur envers le vieillard pour lui avoir fait subir de telles épreuves. Juan se jura intérieurement que s'il recroisait ce Père Noël, il lui ferait payer au centuple ce calvaire. La mine courroucée de Juan effraya Lizzie et la petite, encore traumatisée par les violences passées. De son côté, le chef du village se réjouissait de voir Juan si vigoureux. Garder la montagne exigeant une poigne de fer, il résolut de tester les capacités physiques de Juan pour le poste. Il fit signe à un habitant de s'avancer pour affronter Juan au jeu de la poignée de main. Bien que Juan ne pigeât rien aux instructions, il devina aisément ce qu'on attendait de lui, sans retenue. Il broya la main du villageois de toute sa puissance, l'homme regretta amèrement son audace car Juan faillit lui briser les os. Tout en conservant un air parfaitement détaché. Ravi par cette démonstration, le chef passa à l'épreuve suivante, l'art de la chasse. Il tendit un arc à Juan et lui désigna un lièvre sauvage à abattre. N'ayant jamais manié d'arc de son existence, Juan ne connaissait le tir à l'arc qu'à travers les retransmissions télévisées. Il reproduisit la posture de son mieux, avant de relâcher la corde. Bien que le projectile frôlât seulement l'animal, le chef se montra néanmoins impressionné et salua la tentative. Juan demeura perplexe face à cet engouement jusqu'à ce que Lizzie et la fillette s'avancent vers lui avec une corbeille. En détaillant le visage de Lizzie, il ne put s'empêcher d'admirer sa beauté sublime. Prendre conscience qu'elle était désormais son épouse le fit piquer du nez de pudeur. En observant son trouble, le syndic en déduisit que Juan n'avait sans doute jamais approché de femme auparavant. S'en amusant intérieurement, il décida d'éloigner les curieux afin de laisser le nouveau foyer tisser des liens. Une fois l'assemblée dispersée, Lizzie ressentit une gêne accrue, elle ignorait comment se comporter avec ce nouvel époux, mais savait qu'elle devait assumer son rôle de compagne. Elle disposa soigneusement une étoffe sur le sol avant d'extirper les vivres de la corbeille, elle offrit un repas à Juan, en donna une portion à la petite et en garda une dernière pour elle. L'ambiance demeurait extrêmement lourde tandis qu'il mangeait dans un silence absolu, Juan ignorait comment briser la glace. Sourd à leur langage, il ne pouvait même pas décliner son identité. À nouveau, il peste intérieurement contre le Père Noël pour l'avoir parachuté dans cet endroit inconnu. Néanmoins, au fond de lui, une vive gratitude l'habitait, sans cette magie, il n'aurait jamais pu connaître la douceur d'un foyer. Le repas une fois consommé, le syndic réapparut pour les escorter jusqu'à la chaumière de montagne qui allait leur servir de refuge. La montée vers les hauteurs s'avéra rude, escarpée et éprouvante, mettant à rude épreuve la mère et l'enfant affaiblis. Juan constata rapidement leur grande détresse, en tant que chef de famille, l'envie d'intervenir lui vint naturellement. Il s'avança vers Lizzie, qui se crispa aussitôt, redoutant une mauvaise réaction. Juan avait toujours fait preuve d'une grande courtoisie et n'aurait jamais touché une femme sans son accord. Hélas, l'absence de mots l'empêchait d'exprimer ses intentions. Et le temps manquait pour de grands signes. Il attrapa donc Lizzie et la petite fille à bout de bras, et poursuivit l'ascension vers le sommet. En les portant, il nota leur extrême légèreté. Il devenait évident que toutes deux souffraient d'une malnutrition sévère,
ce constat renforça sa volonté. Sa hâte d'assimiler leur parler n'en devint que plus vive afin de pouvoir échanger sereinement et s'assurer qu'elle mange enfin à leur faim. Bien que Lizzie ignorât tout de ses pensées, elle lisait une grande détermination dans son regard. Sa frayeur s'évanouit peu à peu. Et après quelques minutes, elle se mit même à lui tamponner le front pour éponge la sueur. Il parvint enfin sur la crête. Ju-won salua chaleureusement le chef du village pour son aide. Une fois l'homme reparti, Ju-won contempla la cabane censée devenir leur logis, la bâtisse délabrée tombait presque en ruine. Et ce spectacle le fit frissonner à l'idée d'y passer une nouvelle nuit glaciale. Marmonnant toujours contre le froid, il franchit le seuil. Pour y découvrir Lizzie, immobile, le visage inondé de larmes. Il voulut s'informer du problème, mais avant tout geste. Lizzie s'élança brusquement dehors, le laissant interloqué dans la pièce. Après une courte course, Lizzie stoppa sa marche près d'un étang voisin. Là s'expliquait toute sa détresse, pendant leur absence, un pillard s'était introduit chez elle et avait tout dérobé, ustensiles, mobilier, armes, outils et même là où avait disparu. Dépouillée de tout, elle ne pouvait même plus retaper la demeure endommagée, cela les condamnait à affronter le gel sans défense face à la faune sauvage arpentant les lieux. Alors que Lizzie gisait terrassée par le chagrin, Ju-won la rejoignit enfin, soulagé de la retrouver, il remarqua les pleurs qui baignaient son visage. Il prit place délicatement à ses côtés. Et posa doucement sa paume sur sa chevelure pour la consoler, même sans comprendre ses paroles. Elle devinait son intention bienveillante, cette attention lui redonna un peu de baume au cœur, mais l'inquiétude de la survie dans un milieu aussi hostile demeurait vive. La cabane menaçait ruine et son nouvel époux n'avait pas la dégaine d'un travailleur manuel averti. Heureusement, la réfection de l'abri lui semblait être dans ses cordes, la vraie difficulté résidait dans le ravitaillement, pour survivre, il fallait chasser. Or Ju-won semblait totalement profane dans l'art des armes. Malgré ses doutes incessants, une étrange sérénité l'envahissait dès qu'elle se tenait à ses côtés. La simple présence de Ju-won lui apportait un grand soulagement. Et elle avait la conviction intime qu'il réussirait à surmonter ces obstacles. Ses émotions devinrent trop fortes pour Lizzie. Et ses larmes redoublèrent sur ses joues. Ju-won la laissa s'épancher un moment tout en murmurant ces mots. Dans son monde d'origine, il avait perdu ses parents très tôt, malgré des temps extrêmement sombres. Il avait trouvé la force de persévérer, avec le recul, il bénissait cette ténacité car sans elle, il ne l'aurait jamais rencontrée. C'est pourquoi il tenait à s'assurer que sa fille et elle soient choyées et protégées pour le restant de leurs jours. Lizzie n'entravait rien à son discours, mais la sincérité de son ton la toucha en plein cœur. Pour la première fois depuis des années, elle baissa totalement les armes, elle enroula ses bras autour de Ju-won et évacua toute la douleur accumulée. Toutefois, en voyant sa mère fondre en larmes, la fillette crut immédiatement que Ju-won venait de l'agresser. Reproduisant le schéma du père disparu, bien décidée à défendre Lizzie. Elle accourut et tenta de la soustraire à sa poigne. Au lieu de se fâcher, Ju-won engloba doucement la petite dans leur étreinte. Ju-won ignorait toujours l'identité du géniteur de l'enfant ou la raison exacte du geste charitable de Lizzie au village. Mais une certitude l'habitait, elle formait sa famille à présent, il se promit de devenir le protecteur et le père le plus dévoué possible, afin d'offrir à ce foyer une existence sereine et sans plus jamais de larmes. Une fois leurs émotions apaisées, le trio regagna la cabane. À l'intérieur, un silence pesant s'installa, aucun d'eux ne savait trop quelle attitude adopter après un tel déversement d'émotions. Ju-won prit finalement l'initiative de rompre la glace en se présentant. Face à des personnes ignorant le coréen, il détacha chaque syllabe de son patronyme, afin de faciliter la répétition. Par chance, Lizzie et la petite se montrèrent de fines intellectuelles, parvenant à restituer son nom presque sans erreur d'emblée. Ensuite, il les désigna du doigt, leur faisant comprendre qu'il souhaitait connaître leur prénom en retour. Lizzie débuta, articulant soigneusement son nom. Ju-won fit un compliment gestuel sur son prénom, avant d'inviter la petite à se présenter à son tour. La fillette baissa tristement le regard, car son géniteur ne lui avait jamais attribué de prénom. Lizzie n'avait pas non plus pallié ce manque, absorbée par la difficulté de survivre après la disparition du mari. Ju-won trouva désolant qu'un être grandisse sans identité propre, et décida donc d'en choisir un lui-même. Après mûre réflexion, il opta pour Dorothy, en hommage au roman de son enfance, Le Magicien d'Oz. La fillette adora immédiatement ce nouveau nom, et exprima sa joie envers Ju-won pour ce magnifique présent. Voir son illumination réchauffa le cœur du jeune homme, qui espéra en son fort intérieur qu'elle aurait une vie aussi féerique que l'héroïne du livre. Plus tard dans la soirée,
Juan se tenait devant le seuil, fendant du bois afin d'alimenter l'âtre pour la nuit entière. À petite distance, Lizzie l'observait silencieusement, ruminant les événements de la journée. Elle répéta tout bas le nom de l'homme, même issu d'un jargon inconnu, il sonnait à ses oreilles avec une certaine noblesse. Cela l'amena à s'interroger sur les origines réelles de Juan. Depuis sa tendre enfance, aucun membre de la gente masculine n'avait fait preuve de bienveillance envers elle, ni son père, et encore moins son ex-époux. Dès lors, l'attitude attentionnée de Juan lui paraissait totalement déroutante. Tandis que Lizzie s'abîmait dans ses pensées, Juan la surprit à l'écart. Il lui fit un signe de la main tout en l'appelant par son prénom, sa voix brisa sa rêverie. Lui donnant l'occasion de l'examiner en détail pour la première fois, elle remarqua sa chevelure ébène et ses yeux sombres. Ce qui lui rappela un conte ancien entendu jadis, d'après la légende, une contrée lointaine aux prises avec la guerre avait invoqué un champion d'une autre dimension. Ce vaillant guerrier était précisément décrit avec des cheveux et des yeux noirs. Mais elle balaya bien vite cette idée absurdité, un être mythique ne se retrouverait jamais dans un hameau si misérable, encore moins sous le joug de l'esclavage. Tandis qu'elle réfléchissait à son identité, Juan avait déjà fait quelques pas vers elle. Offrant à Lizzie une vue plus précise, elle constata que sa chevelure et ses iris tiraient plutôt sur le châtain foncé que sur le noir pur. C'était vraisemblablement un individu tout à fait ordinaire, simplement doté d'une carrure supérieure à la moyenne, cette certitude apaisa son esprit. Bien que cela lui provoquât aussi un sentiment d'embarras mal défini. Incapable de comprendre pourquoi son pouls s'était accéléré. Juan trouva ces changements de mimique assez cocasses. Il tendit alors le bras avec légèreté pour lui caresser doucement le sommet du crâne. Lizzie se laissa aller sous ce geste affectueux, ressentant un bien-être immense se diffuser en elle. La douceur de ses traits la rendait encore plus captivante. Attirant Juan comme un aimant. Avant même de réaliser la portée de son acte. Il s'avança et déposa un baiser délicat sur ses lèvres. Ce baiser spontané laissa Lizzie médusée, jamais elle n'aurait imaginé que Juan se montrerait si entreprenant à son égard. Juan fut tout aussi déstabilisé par sa propre audace. Mort de honte, il tourna aussitôt les talons et détala, s'enfonçant sous la frondaison des arbres. Il ne cessait de se faire des reproches, il n'en revenait pas d'avoir embrassé Lizzie de la sorte. Alors qu'ils se connaissaient à peine depuis quelques heures. S'interrogeant sur la façon de la recroiser sans mourir de pudeur. Il s'aperçut soudain qu'il s'était égaré bien plus loin que prévu dans les sous-bois. Il inspecta minutieusement les environs. Cherchant le sentier ramenant à la cabane. C'est alors qu'une aura menaçante et colossale se fit sentir dans son dos, le visage blême. Juan se retourna progressivement et tomba nez à nez avec un canidé monstrueux, presque aussi haut que lui. Une terreur panique le paralysa. Son pouls s'accéléra follement tandis qu'il balançait entre la fuite désespérée et le combat à mort contre la créature. Il empoigna solidement un pieu de bois traînant sur le sol et ravala sa salive, se préparant au choc. Le loup bondit sans attendre sur sa cible, sans hésiter, il s'élança vers Juan, qui n'avait que son morceau de bois pour parer l'assaut. Juan dressa promptement le bâton, stoppant la gueule béante in extremis. Les crocs acérés du monstre s'enfoncèrent dans la matière, se retrouvant coincés. Profitant de ce répit, Juan décocha une frappe magistrale en plein sur la truffe du canidé. L'impact ne fit qu'accroître la fureur du prédateur, déployant une puissance inouïe. La bête broya le morceau de bois qui éclata en de multiples esquilles, à nouveau libre, sa mâchoire menaçait de refermer le piège. Juan comprit que la défense passive le vouait à une mort certaine, il prit l'initiative de l'offensive. Avant que son poing n'atteigne sa cible, le loup lui broya le poignet entre ses crocs, la morsure profonde déchira les chairs, provoquant une plaie sanglante. Juan recula sous le choc tandis qu'une douleur fulgurante lui traversait le bras. C'était comme si un fer rouge le brûlait jusqu'à l'os. Mais en abaissant son regard sur la morsure, il resta stupéfait. De véritables incandescences jaillissaient de sa chair, Juan observa le phénomène avec sidération, se demandant si cette flamme relevait de la sorcellerie. Cette vision extraordinaire lui insuffla un regain d'assurance, même la bête sembla déstabilisée, marquant un temps d'arrêt devant ses braises. Le canidé tenta de faire marche arrière, mais Juan ne lui en laissa pas l'opportunité. Il se rua sur l'animal et le roua de coups avec son poing enflammé, les impacts purent sans discontinuer sur le monstre dont les hurlements de douleur résonnèrent dans les bois. Juan continua son pilonnage sans relâche jusqu'à ce que le prédateur s'effondre inertie totale. Une fois le péril écarté, Juan s'affala sur l'herbe, à bout de souffle, luttant pour récupérer la moindre parcelle d'énergie. Durant son repos, ses yeux se posèrent sur le bras précédemment ceint de feu. Il l'inspecta scrupuleusement,
s'attendant à y trouver des traces de brûlure ou la marque de la morsure. À sa vive surprise, sa peau était totalement intacte. Il s'interrogea alors, avait-il réussi à manier la magie sans la moindre initiation préalable? Cette pensée lui remémora immédiatement les récits fantastiques qu'il dévorait jadis. Curieux, il tenta quelques incantations en vociférant divers noms de sorts, orbes de feu. Rien. Sempiternelle fournaise. Échec. Barrière d'incandescence. Rien de plus. Poursuivant l'expérience, il déclama une formule magique tirée de ses lectures, mais le résultat demeura tout aussi nul. Finalement, Juan soupira de dépit et jeta l'éponge. Il devait exister une méthode bien précise pour éveiller ce pouvoir. Néanmoins, il conservait la certitude d'être doté d'aptitudes surnaturelles. Après tout, cette plaie béante avait complètement disparu sans laisser de séquelles. Une grande résolution l'anima. Juan s'engagea à maîtriser ses arcanes au plus vite. Cela ferait de lui un traqueur hors pair. Tout en lui offrant le moyen de soigner les siennes au moindre bobo, n'ayant aucun apothicaire dans les parages. Il serra les poings fermement, jurant de devenir plus fort, plus efficace et plus accompli. Il voulait protéger sa nouvelle famille et leur offrir un niveau de vie sans commune mesure avec leur quotidien actuel. Plus que tout, il refusait d'être à nouveau considéré comme un oiseau de mauvais augure. Il ne voulait plus passer pour un être apportant le malheur sur son passage. De tristes souvenirs refirent surface. À la perte de ses parents, seul son grand-père avait accepté de le recueillir, le reste de la parenté refusant d'assumer son éducation. Malheureusement, l'aïeul s'éteignit peu de temps après. À partir de ce moment, ses cousins rejetèrent toute la faute sur Juan. Ils le rouaient de coups, convaincus qu'il portait la poisse, et causait la perte de quiconque veillait sur lui. Juan refoula violemment ses idées noires au plus profond de lui. L'heure n'était pas aux lamentations sur le passé, des tâches plus pressantes l'attendaient. L'odeur du sang du loup risquait d'attirer d'autres monstres féroces. Sans attendre, il chargea la lourde dépouille sur ses épaules et prit le chemin du retour vers la cabane, comptant bien la débiter pour nourrir les siennes. Une fois arrivés à destination. À la cabane, Lizzie et Dorothy s'activaient pour le repas. Quand elles virent subitement un museau de loup scruter à travers le carreau. Cette vision effrayante fit fondre Dorothy en larmes sur le champ. Alertée par ses sanglots, Lizzie empoigna immédiatement un couteau pour se poster devant la petite. Prête à faire rempart de son corps, anxieuse, elle observa par l'ouverture. Un soulagement immense l'envahit alors. Ce n'était pas un prédateur vivant, mais Juan qui transportait la carcasse de la bête. Cependant, la quiétude fut de courte durée. En remarquant les balafres et les contusions qui maculaient son visage, elle se précipita dehors pour s'enquérir d'eux. Son état, Lizzie comprit bien vite que Juan venait de livrer une lutte acharnée. Sans quoi il ne serait jamais revenu dans un tel état de délabrement physique. Juan s'efforça de la rassurer gentiment, lui faisant comprendre qu'il ne s'agissait que de blessures superficielles et que le danger était écarté. Bien que Lizzie soit incapable de traduire ses paroles, son ton bienveillant et son regard lui indiquèrent qu'il cherchait à apaiser ses craintes. Impulsivement, elle se jeta au cou du jeune homme dans une étreinte passionnée. Ce câlin imprévu déstabilisa complètement Juan. Jamais il n'aurait pensé que Lizzie fasse le premier pas vers lui. Dorothy s'empressa de les rejoindre, serrant ses petits bras autour des jambes du jeune homme, tout en bredouillant la frayeur qu'elle avait ressentie. Malgré la barrière de la langue, Juan ressentit fort bien toute l'angoisse qu'elles avaient éprouvée à son sujet. Cette prise de conscience le remplit de remords. Il s'était promis de ne plus jamais les faire souffrir, or il venait de rompre cet engagement dès le premier jour. Le lendemain au réveil, une fois la pression retombée, Juan s'attela au traitement de la dépouille. Il retira minutieusement la fourrure avant de débiter la chair. Durant sa jeunesse, il avait souvent observé son aïeul, qui appréciait l'élevage et découpait lui-même le bétail lors des grandes occasions. Même si Juan possédait les bases théoriques, il réalisa vite que la pratique exigeait bien plus d'efforts qu'il n'y paraissait. Toutefois, malgré la difficulté, il se devait de mener la tâche à bien pour nourrir son foyer. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre, Lizzie pénétra dans l'appentis muni d'un récipient. Elle le lui tendit sans un mot pour qu'il puisse y déposer les morceaux de viande fraîchement découpés. Juan lui adressa un sourire chaleureux et tenta de bredouiller un remerciement, mais sa diction dans le langage local manquait singulièrement de fluidité. Constatant ces difficultés, Lizzie articula doucement le terme, pour l'aider à le répéter correctement. Pour la toute première fois de son existence, quelqu'un lui exprimait une gratitude sincère. Cela fit aussi prendre conscience à Lizzie qu'elle vivait de nombreuses expériences inédites aux côtés de Juan. Qu'il s'agisse de recevoir un merci du fond du cœur ou d'échanger son véritable premier baiser. Cependant,
Elle se demanda aussi si elle avait été la première pour Juan, ou si une autre femme avait déjà goûté à ses lèvres par le passé. En tant que femme, elle ne pouvait réprimer une pointe de jalousie envers une éventuelle rivale passée, cette pensée la rendit un peu maussade. Et avant même de s'en rendre compte, son esprit s'égara vers des spéculations inutiles. Quoi qu'il en soit, Lizzie se ressaisit rapidement car l'ouvrage n'attendait pas, elle s'avança pour aider Juan à charger la viande dans le seau. Mais il s'opposa fermement à ce qu'elle se salisse les mains. Cela laissa Lizzie encore plus perplexe car selon les coutumes locales, ces corvées ménagères incombaient à l'épouse, pourtant Juan s'en chargeait avec une aisance naturelle, comme s'il s'agissait de son devoir. Un moment plus tard, Juan s'approcha doucement et inclina son visage vers le sien, le cœur de Lizzie se mit à battre la chamade, imaginant qu'il allait déposer un nouveau baiser sur ses lèvres. Elle ferma machinalement les yeux, dans l'attente. Mais Juan se contenta de lui poser un baiser chaste sur le front. Comprendre qu'elle s'attendait à un geste bien plus passionné la plongea dans un profond embarras. Juan s'amusa de sa gêne et se rapprocha à nouveau. Cette fois cependant, Lizzie garda les paupières grandes ouvertes, bien décidée à ne pas se faire avoir une seconde fois. Mais à l'inverse de tout à l'heure, Juan n'avait nulle intention de se moquer, il réduisit l'espace et la baisa tendrement sur la bouche. Prenant Lizzie de court temps, la surprise était totale. Rouge comme une pivoine. Lizzie tourna subitement les yeux vers Dorothy, craignant que la petite n'ait rien raté du spectacle. Surmontée par le malaise, elle déguerpit de l'appentis à toute vitesse, telle une héroïne de dessin animé. Lizzie partit, Dorothy estima qu'il était de son devoir de prêter main forte à Juan. Bien que ses petites mains ne lui fussent pas d'une grande utilité. Juan la remercia chaleureusement pour sa tentative. Ce qui fit rayonner la fillette de joie. Juan récupéra le seau plein de victuailles et l'apporta dans la pièce principale. Dès qu'il franchit le seuil, une fétidité pestilentielle lui prit les narines. Il ne saisissait pas pourquoi Lizzie mettait à sécher la dépouille animale à l'intérieur de la maison. Néanmoins, en l'observant gratter et traiter le cuir avec méticulosité, il comprit que cette peau constituait un bien de grande valeur à ses yeux. Cela fit réaliser à Juan à quel point ses connaissances des mœurs locales étaient limitées. Dans son ancien monde, des objets banals étaient considérés ici comme de véritables trésors. Par conséquent, il réalisa qu'il devait adapter sa mentalité, mais également assimiler les rouages du commerce et de la monnaie locale. Sans notion de base en économie, il risquait tôt ou tard de se faire duper par un marchand malhonnête. Tandis que Lizzie finissait d'apprêter la viande, Juan résolut de retourner dans la forêt pour effectuer d'autres travaux. Lizzie tenta aussitôt de le retenir, redoutant qu'il ne se blesse à nouveau. Juan la rassurait en lui faisant comprendre qu'il s'agissait simplement d'abattre du bois, sans le moindre danger. Une fois sous les arbres, Juan repéra un petit tronc et décida qu'il s'agissait d'une bonne cible pour s'exercer. Idéalement, il aurait voulu dénicher un chêne, réputé pour fournir un excellent combustible. Hélas, incapable de distinguer les essences d'arbres, il dut se résoudre à couper ce qu'il avait sous les yeux. Après avoir marqué son point d'impact, Juan empoigna le manche et abattit l'outil vers le tronc. Malheureusement, sa prise manqua de fermeté et la hache lui glissa des mains. Confus, il jeta un œil circulaire pour s'assurer que personne n'avait vu sa maladresse. Quelques heures plus tard, Juan réapparut enfin, portant une hotte débordante de bûches taillées. Bien qu'il ait promis à Lizzie d'être prudent, le maniement de la hache s'était révélé bien plus ardu que prévu, lui occasionnant quelques légères écorchures. À sa vue, Lizzie s'empressa de soigner ses plaies. Dorothy tenait elle aussi à se rendre utile. À l'instar de sa mère. Elle puisa donc un peu d'eau dans la jarret. En aspergea Juan pour le rafraîchir. Bien qu'elle ait fini par tout éclabousser, Juan apprécia néanmoins sa gentillesse. Et lui tapota affectueusement la tête. Les soins une fois terminés, le trio s'installa autour de la table, Lizzie servit la chair de loup chassée la veille par Juan. Privée de viande depuis si longtemps, la petite famille savoura ce repas avec bonheur. En particulier Dorothy, qui mangea tant qu'elle sombra immédiatement dans le sommeil. Juan prit délicatement la fillette assoupie. La transporta jusqu'au lit afin qu'elle dorme paisiblement sans prendre froid. Pendant ce temps, Lizzie fit chauffer de l'eau pour Juan afin qu'il puisse enfin se débarrasser de la sueur et de la crasse accumulée. Dans ce monde aux mœurs médiévales, il incombait à l'épouse de faire la toilette de son conjoint à l'aide d'un linge humide. Lizzie frictionna doucement le corps de Juan, tandis que celui-ci se laissait choyer avec un plaisir évident. Néanmoins, Lizzie se sentait troublée, déconcentrée par la musculature saillante du jeune homme.
Juan ne put s'empêcher de la taquiner, il lui saisit la main. Et s'approcha pour l'embrasser. Ce geste romantique se transforma bien vite en une nuit d'amour. Et les deux époux laissèrent enfin parler. Leurs sentiments réciproques. La suite de leur union se passe de commentaires. C'était la toute première fois que Lizzie connaissait un sommeil aussi serein. Même durant son enfance, chaque nuit relevait du calvaire, sa famille vivant dans une grande pauvreté, tous s'entassaient dans une unique pièce. De ce fait, ses parents n'avaient aucune intimité, ce qui irritait au plus haut point son père. Il battait fréquemment sa mère sous les yeux de Lizzie et de sa fratrie. Au réveil, il découvrait chaque matin leur mère couverte de bleu, versant des larmes en silence. Nuit après nuit, Lizzie tremblait pour son propre avenir, craignant de subir le même sort une fois adulte. Par chance, la Providence en avait décidé autrement. Elle avait fait la rencontre de Juan, un homme qui la vénérait et chérissait sa fille comme sa propre progéniture. Désormais, elle s'éveillait au son réconfortant du bois qui brûle dans l'âtre, maintenant une douce chaleur tout au long de la nuit. Chaque matin, elle bénissait le ciel d'ouvrir les yeux blottis contre cet homme si protecteur. Lizzie savait pertinemment que tous les couples ne connaissaient pas une telle harmonie. C'est pourquoi elle savourait chaque parcelle du bonheur offert par Juan. Un peu plus tard dans la matinée. Tandis que le reste de la maison dormait à point fermé. Lizzie glissa hors du lit pour s'atteler aux travaux ménagers habituels. Même s'il lui en coûtait de quitter les bras de Juan, elle se devait de tenir son rôle d'épouse, y voyant l'unique moyen d'exprimer sa gratitude pour sa bienveillance envers elle et Dorothy. Malgré la vision très traditionnelle de Lizzie, Juan conservait la mentalité d'un homme moderne. Refusant de la laisser trimer seule, il se leva à son tour. Et l'aida à étouffer les braises avant de mettre la main aux tâches simples du foyer. En travaillant côte à côte, il en profitait pour réviser un peu de vocabulaire local. Qu'il assimilait progressivement, l'un des termes retenus était « oni ». Ce qui fit immédiatement rougir Lizzie, peu coutumière d'autant de démonstrations d'affection. Constater son trouble incita Juan à la taquiner davantage. Prenant un plaisir malicieux à voir ses pommettes devenir cramoisies. Pendant que les deux amoureux se livraient à ce doux badinage. Dorothy finit par émerger, ce n'était pas le bruit de leur rire qui l'avait tiré du sommeil. Mais le fait d'avoir rêvé toute la nuit de festins de viande, elle redoutait qu'en faisant la grasse matinée, les précieuses victuailles ne viennent à disparaître. En jetant un coup d'œil dans la bassine. Et en voyant que chaque morceau était bien à sa place, elle poussa un grand soupir de soulagement. Et se mit à trépigner d'impatience pour le petit déjeuner. Voir la petite émerveillée par un simple repas de viande renforça la résolution de Juan à rapporter du gibier en abondance. Peu lui importait d'affronter des loups, des pumas ou toute autre créature redoutable. Son unique but était d'éviter que les siennes ne connaissent à nouveau la faim, c'est pourquoi il choisit de s'équiper d'une hache cette fois-ci. Estimant qu'il s'agissait d'une arme bien plus efficace que le simple morceau de bois ramassé la veille. Serrant fermement le manche de l'outil, Juan s'enfonça sous le couvert des arbres. Peu après, il perçut une présence écrasante, bien plus effrayante et étouffante que le monstre affronté la veille. Cette sensation d'oppression poussa Juan à raffermir sa prise sur l'outil. Attendant de pied ferme que la créature ne se montre. Cependant, au lieu d'une bête féroce surgissant de la pénombre, c'est un individu encapuchonné qui s'avança à pas lents vers lui.